Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, on va faire un update sur les plans d'hier, dont je vous avais parlé dans la vidéo. On va reprendre nos indices américains. Et vous allez voir qu'on a des sorties de zone qui sont assez intéressantes. Donc, on va essayer de parler sur les différents indices américains, des paliers qui peuvent être intéressants à aller chercher dans une optique d'achat. Du côté de l'actualité, on va parler du calendrier économique. Je vais vous parler de Tesla qui est toujours en grande difficulté, notamment en Europe. Je vais également vous parler d'un titre qui est en difficulté également. Alors c'est surtout d'un point de vue technique que je vous invite à regarder et à éviter de prendre ce type de graphique, donc on aura l'occasion d'en parler. On parlera aussi de Eli Lilly, puisqu'il m'a été demandé hier, donc Lukaya, j'ai bien pensé à toi. Donc on va regarder tout ça aujourd'hui et on touchera deux, trois mots sur également ce qui a été dit de la part de Jérôme Powell hier lors de sa prise de parole. Donc vous voyez, on va pas s'ennuyer. On démarre donc avec le calendrier économique avec la grosse nouvelle pour aujourd'hui, ce sont les ventes de logements neufs ainsi que le discours de Powell qui va venir insister un peu plus devant le Sénat concernant eh bien, sa politique monétaire qu'il souhaite mener. On va déjà voir tout à l'heure ce qu'il en a dit hier. On aura également d'autres datas importantes, enfin d'autres discours, mais principalement, c'est autour des ventes de logements neufs qu'on va avoir de l'actualité aujourd'hui. Vous le voyez, c'est la seule grosse news 3 étoiles avec le discours de Jérôme Powell, les autres étant un peu plus sommaires et on a également les stocks de pétrole brut. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, c'est une data, hebdomadaire donc qui est effectivement importante, mais qui reste, j'ai envie de dire, régulière. Concernant l'actualité dont je voulais vous parler, tout d'abord, on va démarrer avec donc Edenred qui est le fameux titre dont je vous parlais, que je vous invite à être très prudent. Alors, j'ai un peu coupé la capture d'écran, c'est un peu dommage. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer ici sur Edenred, c'est tout simplement, vous voyez, ce type de titre. Donc là, on est sur une vue weekly où on a une configuration qui est à la baisse et où on voit que chaque zone d'ancien support précédemment qui casse, eh bien, devient simplement ce que j'appelle moi une porte de sortie pour ceux qui ont tenté le rebond, qui n'arrivent pas finalement à vraiment saisir l'opportunité. Enfin, on n'a pas un titre qui repart et donc on s'allège progressivement. Et souvent, l'erreur qui est faite dans des tendances baissières comme ça, c'est de se dire allez, je prends le pari que ça va repartir. Ça y est, c'est pas cher. L'action a fait moins 20, moins 30, moins 40%. Et donc, je tente le coup. C'est exactement la même configuration qu'on a sur Kering. Et plutôt que d'essayer, c'est ce que je disais un petit peu plus bas ici, d'essayer d'attraper le couteau qui tombe en espérant que ça soit le bon niveau, et soyez patient, attendez une vraie structure de retournement, pourquoi pas une zone de consolidation et un retournement de la théorie de Weinstein, par exemple, la phase 2 qu'on a pu voir lors d'une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Vous tapez théorie de Weinstein-Riquet, vous allez vite trouver. Et attendez donc une vraie structure de retournement, un changement de dynamique et une reprise validée. Ou certes, on achètera un petit peu plus cher qu'en payant le support, mais est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir plus de garanties, d'être plus à l'aise? Bien que ça ne veut pas dire, bien évidemment, que ça soit convaincu à 200% que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est sûr que d'essayer d'acheter le couteau qui tombe, bah, vous voyez, à chaque fois qu'on a essayé sur Edenred d'acheter les anciens supports, comme on n'est pas dans une dynamique haussière, bah, finalement, on prend beaucoup plus de risques et le risque-reward n'est donc du coup pas du tout intéressant. Donc ça, c'était un petit rappel que je souhaitais faire. Attention de ne pas acheter des titres qui ne font que baisser sous prétexte que X ou Y. Non, les titres sont baissiers, il y a un désamour clair et net du marché, donc on évite. On va parler également de Tesla puisqu'on parle un petit peu de désamour et du côté de l'Europe. J'ai fait un thread ce matin que je vous invite à aller découvrir. Alors, je vais pas tout vous lire parce que c'est absolument pas l'idée, mais simplement, c'est pas encore une fois pour taper du sucre sur Tesla. C'est pas une action que j'ai en portefeuille, c'est pas une action que j'ai envie de détenir pour des raisons qui me sont propres. Je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas en avoir. Je dis simplement qu'actuellement, je ne trouve pas qu'on soit dans les meilleures dispositions. On a un titre, moi ce que je retiens vraiment ici, c'est qu'on a un titre qui a fait la une parce qu'une innovation, parce qu'une valeur tech, parce que quelque chose de nouveau et d'innovant et je suis d'ailleurs assez d'accord avec ça, c'est effectivement des beaux produits. Maintenant, il y a une réalité des chiffres et il faut distinguer la qualité du produit, puisqu'on peut être un grand fan des voitures Tesla, avec la réalité économique et financière de ce qu'il en est de cette entreprise actuellement. Et ce qu'on peut observer, et ça fait 5 mois que ça dure, donc ça commence à s'ancrer dans le temps, c'est que c'est pour le cinquième mois consécutif, Tesla est en chute, alors en Europe, certes, mais en chute dans un secteur qui, lui, est porteur et qui monte en Europe. Et ça, pour moi, c'est des signaux d'alarme. Alors, je ne vous invite pas à vous désinvestir de vos portefeuilles. Je veux juste vous montrer pourquoi il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'en acheter. Vous avez vos propres raisons. Moi, il y a des raisons qui m'échappent sur Tesla de pourquoi il faut en avoir. Et si ça monte, eh bien, je me serais complètement planté. Moi, je suis en accord avec ça. J'investis pas dans l'automobile, peu importe le type d'automobile que ce soit. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, je ne ferai pas d'erreur de mon côté.
Donc c'est toujours très simple, bien évidemment, quand on reste à l'écart. Maintenant, si vous êtes convaincu que ça va monter pour des raisons de réseau de robotaxi et autres, n'hésitez pas, bien évidemment. Je vous invite simplement à aussi avoir, hein, parce que je pense que c'est important, et moi je le fais également sur mes titres que j'ai en portefeuille, à toujours avoir les red flags, les potentiels risques sur ce titre. Quels sont les risques sur lesquels je dois être vigilant dans le cas où le titre se dégraderait? C'est hyper important parce que si on ne le fait pas, bah, finalement, il se peut que ça se dégrade, on n'est pas prêt, le titre chute et on ne peut plus, vraiment sortir puisqu'on est un petit peu commit et finalement on a tellement perdu qu'on ne souhaite même plus sortir. Donc je pense que c'est important de l'avoir en tête et vous le voyez, moins 30 quasiment pour Tesla en mai, quand justement ce même secteur est en large hausse et c'est pourquoi je suis assez dubitatif quant à ce titre. Alors bien évidemment, on le sait, c'est un titre qui est volatile avec notamment Elon Musk. D'ailleurs, je parle un petit peu d'Elon Musk dans ce thread qui pour moi est devenu un vrai problème et notamment en Europe, hein, peut-être moins aux États-Unis, mais avec ses prises de position politiques un petit peu trop Trump, comment dire, la sorte de, on peut dire de sketch hein, qu'ils nous ont fait il y a quelques semaines de cela. Je trouve pas ça très rassurant et on ne sait pas trop où on va et Musk était sur la Select, il faut bien le dire, hein, il y a encore quelques semaines. Il a été maintenu, mais voilà, je serai très prudent et je vous invite donc à faire attention. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de taper sur Tesla, mais plutôt d'être prudent quand vous regardez une entreprise qui a peu de croissance, voire pas, qui est peut-être même, qui a de la perte de chiffre d'affaires. Ça peut rester une bonne entreprise parce que le secteur est dans le même contexte et ça peut être, cyclique, temporaire. Maintenant, si vous avez un secteur qui est porteur et que vous avez une entreprise qui, elle, perd, du terrain, bah, je vous invite à rester à l'écart, bien évidemment. Tout comme d'ailleurs des entreprises qui peut-être feraient du chiffre d'affaires, on va dire à 2-3 mais si le secteur en fait plus 25, plus 30, bah, c'est pareil. Je pense qu'il y a peut-être, d'autres chevaux sur lesquels miser. Voilà, ça reste mon avis, bien évidemment. Il est discutable et j'attends vos retours en commentaire. Concernant Jérôme Powell, il est passé donc devant le Congrès, je vous ai dit le Sénat, mais c'est devant le Congrès hier. Pas besoin de précipiter pour la baisse des taux. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut retenir de sa prise de parole. Trois raisons qui expliquent cela. Les tarifs douaniers de Trump risquent de faire grimper les prix, donc augmenter l'inflation, et c'est ce que Donald Trump, c'est ce que je vais y arriver. Jérôme Powell essaie de combattre avec bien évidemment son positionnement en tant que président de la Fed. L'inflation donc pourrait repartir à la hausse et surtout l'économie reste relativement solide selon lui. Alors avec un chômage bas, certes, on rappelle quand même qu'on a un PIB qui a été en contraction sur le premier trimestre. Donc peut-être qu'il pourra revenir là-dessus. On verra plus tard. En tout cas, pour l'instant, aucun assouplissement immédiat. Il reste assez droit dans ses bottes et la première baisse selon la Fed, hein, attention, on n'est pas sur, les estimations des opérateurs, mais serait pour 2026. Autrement dit, pas demain, quand le marché, lui, prévoit encore 2 baisses des taux d'ici la fin 2025 et finalement, je vous le demande et je vous le répète, ça fait depuis le début de l'année que j'en parle, est-ce qu'on n'est pas sur un bis repetita de 2024? Pourquoi je dis ça? Parce que le marché s'attendait l'année dernière à 7 baisses de taux et on en a eu seulement 2 et un petit peu dans cette même direction où finalement le marché prévoit, beaucoup de baisses, mais on va le voir finalement. Est-ce que c'est les vrais enjeux? Actuellement, c'est le narratif, pas vraiment, puisqu'on voit que même si la Fed ne souhaite pas baisser les taux, les marchés ont quand même réussi à repartir. Pour moi, on reste quand même dans cette phase d'indécision qu'on avait au début de l'année, hein, on voit bien. On a simplement eu quoi? On a eu la Fed, Donald Trump qui a, annoncé ses tarifs comme quoi ça serait, la catastrophe. Puis finalement, comme c'est pas si la catastrophe que ça, en tout cas, on fait une pause temporaire. Puis finalement, on traite au secteur cas par cas, donc on revient dans ces zones où on ne sait pas trop où on va. On a eu le conflit Israël-Iran qui a mis un petit peu d'eau dans le gaz, c'est le cas de le dire, et donc du coup, on est actuellement en train d'avoir une conjection. Puis finalement, on nous annonce un cessez-le-feu. Et on revient, ni plus ni moins, sur le Dow Jones dans des zones d'hésitation, comme vous pouvez le voir. Si je vais sur le S&P 500, on revient sur les derniers points hauts. Est-ce que ça sera suffisant pour accélérer? On verra avec les prochaines publications et la suite de l'actualité, puisqu'on sait ô combien elle peut être volatile. Et du côté du Nasdaq, on a même réussi à sortir de cette zone de résistance, en très légèrement, entre guillemets, «on entre», voilà, plus exactement, de sortir et donc ça peut nous offrir des opportunités. La question, et je vais en profiter souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on vient de casser ou qu'on va casser, en tout cas, une zone de résistance? Alors je dis pas qu'on va forcément la casser, mais imaginons que ça casse, qu'est-ce qu'on peut viser? Alors il y a plein de choses que vous pouvez faire, vous pouvez appuyer sur des figures Chartis, sur des reports, sur des extensions de Fibonacci. Moi, ce que j'aime bien dans une optique plutôt trading, c'est, m'aider de points pivots. Alors entre nous, nous sommes le 25 juin, le mois de juin est donc bientôt terminé. Ce qui sera intéressant, on a eu pas mal là, un petit peu de volatilité, quoique pas.
pas la plus importante, mais ça sera de voir un petit peu les niveaux, des points pivots pour le mois de juillet. Il faudra donc attendre le 1er juillet, quoique vous pouvez commencer à les calculer en avance pour essayer d'identifier des objectifs, potentiels. On le voit ici, pour la fin de juin, on s'attend, enfin, en tout cas, il y a un niveau plus exactement à 23 151. Il faudrait une belle volatilité, mais ça reste complètement, faisable, hein. Ça fait, 600-700 points à aller chercher, honnêtement, d'ici en 3-4 jours, c'est complètement possible si on a des bonnes news. Donc voilà un objectif en tout cas, court terme. On peut aussi, penser à ce report de range qu'on avait vu à l'époque. Alors je mets la flèche à l'envers, mais ça revient au même, qui pourrait nous emmener à moyen terme sur les 24 300. On a les chiffres ronds des 24 000 également, les 23 000 dans un premier temps pour ceux qui sont un peu plus court terme. Donc n'hésitez pas à vous appuyer bien évidemment sur ces chiffres ronds parce qu'effectivement, on n'a pas de niveau de résistance, on n'a pas d'ancien niveau qui bloque et donc ça peut être un petit peu plus compliqué pour visualiser. Essayez toujours par contre de travailler dans la même optique, soit des prix psychologiques, soit des points pivots, hein, ou l'un ou l'autre, peu importe, mais évitez un coup de prendre les extensions de Fibo, un coup, les figures chartistes parce que sinon, bah, finalement, vous allez plus essayer de vous trouver des raisons que d'avoir des vrais concepts, à proprement dit. Même chose, hein, du côté du S&P 500, je vous laisserai apprécier. Côté du Dow Jones, c'est un petit peu plus clair, je vous en parlais hier dans la vidéo. On a une zone de congestion, qui nous permet effectivement de sortir. Donc on peut, simplement soit faire un report de drapeau, hein, puisqu'on a clairement une sorte de drapeau ici. Si je me mets en 4 heures, on peut très bien prendre, vous voyez, la haute le mât qu'on a ici, le reporter sur, on va dire les derniers points bas et ça nous emmène légèrement au-dessus enfin en dessous plus exactement des 46 500. Au plus court terme, moi j'irais déjà essayer de chercher l'ancienne résistance ici. C'est déjà un gros niveau et un gros morceau à aller chercher. Attention, on s'approche bien évidemment de la zone ici un petit peu de turbulence, comme j'aime bien l'appeler, la zone d'ancien mid-range, grosse zone de polarité. Donc pourquoi pas essayer de trouver un petit signal un petit peu court terme, 4 heures, voire 1 heure pour les plus agressifs, sur cette zone, une petite correction qui viendrait. On a un signal d'achat, on peut désormais rentrer, s'invalider sous ce niveau-là et essayer d'aller chercher donc le TP en haut. Moi, c'est le scénario que je vais essayer de travailler si j'arrive à le trouver, bien évidemment. Parce que j'estime qu'en termes de RR et de dynamique actuelle, c'est ce qu'il y a de plus parlant, sachant qu'il faudra être conscient que ça peut bouger, enfin en tout cas stagner, voire avoir pas mal de faux mouvements là-dedans. Il faut laisser le marché faire. Bien évidemment, ça peut aussi faire tout droit, mais on sait que c'est pas la majorité des cas. Et quand on prend un trade, le but c'est pas de savoir en combien de temps on va passer de là à là. Le but c'est qu'on parte d'un point A pour aller à un point B, et peu importe si on fait le tour de la France pour y aller ou si tout simplement on prend l'autoroute et on brûle les péages. Voilà, grosse maille, le résultat à la fin pardon, c'est le même et donc il faut rester patient. Je conclus donc avec Eli Lilly, pareil, des petits éléments au-delà de mon avis, parce qu'en réalité, je pense pas que ce soit mon avis qui doit vous guider dans le choix d'investir ou non, mais la question était quand même pertinente, hein. En tout cas, on va se remettre dessus. Je cherche juste où elle était. Hop là, Eli Lilly. Donc bonjour Ike, que penses-tu de l'action en ce moment? Je trouve qu'elle est dans une zone d'intérêt pour un achat à long terme. Alors, on va regarder déjà ça. Moi, je me remets toujours en weekly puisqu'on se parle de long terme, hein, donc ça sert à rien vraiment de descendre en daily, on s'en fout un peu. On peut affiner bien évidemment, mais ce qu'on observe déjà Eli Lilly, c'est globalement un titre qui est effectivement dans une grande tendance haussière de fond, mais qui depuis, quelques mois maintenant, on va dire un bon semestre, est en phase de correction. On le voit, elle évolue dans ce drapeau. Encore une fois, pour moi, tant qu'il n'y a pas vraiment de retournement de la structure, on voit qu'il y a eu une légère baisse, mais finalement c'était plus un comblement du gap et qu'on l'a tenu. Tant qu'on passe pas sous ce niveau-là, pour moi, on reste dans une configuration, on va dire, soit de consolidation, soit en tout cas de tendance de fond qui est haussière. Et effectivement, payer ces gros niveaux de support reste intéressant. Donc, idéalement, j'ai envie de dire, si on veut timer et être au plus près d'un point d'entrée intéressant, je dirais la zone des 700 pour faire simple, pour moi, est plutôt optimale si on peut le regarder ainsi. Maintenant, encore une fois, quand on fait du long terme, on s'en fout un peu de timer le marché. Le but, quand on fait du long terme, c'est qu'on croit dans le titre. Et si vous croyez dans le titre, c'est que vous êtes assez convaincu que dans 5, 10 ans, 20 ans, le titre va monter. Bien sûr, il peut se passer des choses d'ici là. Bien sûr qu'on pourra sortir parce que finalement, bah, le titre n'est pas à la hauteur de nos espérances, parce que la croissance qui était prévue n'est plus le cas, parce qu'il y a eu des lois, des phénomènes de force majeure ou autres sont venus remettre en question le business model de l'entreprise. Bien évidemment que ça va arriver, mais ça ne va pas arriver tout le temps. Donc généralement, à l'instant T, on investit parce qu'on croit dans le titre. Et finalement, si on croit dans le titre, est-ce qu'on y croit plus à 778 ou à 700? Pour moi, on y croit de la même manière. Donc il faut tout simplement commencer à rentrer. Et si on estime que ce dossier est bon, le but, c'est simplement de trouver un niveau d'invalidation où on estime que ça ne vaut plus le coup d'être dedans. Mais par contre, il faut commencer à acheter le plus tôt possible. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, bah, c'est le dernier point bas avant dans 5 ou 10 ans. On n'en sait rien. Peut-être que oui, peut-être que non.
comme on ne sait pas, eh bien, et d'ailleurs personne ne sait, eh bien, on commence à investir. Mieux vaut être investi que pas du tout. Ça vous évitera les erreurs parce que je l'ai déjà fait, notamment sur Microsoft, j'en parle souvent. J'ai voulu attendre, attendre et attendre. Alors que moi, c'est pire encore, j'avais eu les signaux. Mais enfin, toujours est-il que si on attend par exemple cette zone à 700 et que je dis n'importe quoi, dans 2 3 ans, même peut-être plus tôt, on est à 1300, bah, la problématique qu'on a, c'est que finalement, bah, on regardera le prix à 1300 parce qu'on n'a pas voulu acheter à 780. On voulait attendre 700 alors qu'on aurait pu faire une super performance parce que on avait tout bon. On avait analysé l'entreprise, tout était au vert. Alors je ne dis pas qu'il faut faire all-in aujourd'hui sur ce titre et à ce prix. Je dis simplement que si on est convaincu, bah, il faut rentrer progressivement, commencer à acheter une ou 2 actions et vous rentrez progressivement dans ce titre. Voilà un petit peu ce que je peux, vous dire et d'un point de vue objectif technique, bah, si vous voulez qu'on s'amuse et qu'on arrive à casser par la suite ce drapeau, ce qu'on pourra voir, c'est que l'objectif qu'on peut viser, c'est effectivement les 1338. C'est pour ça que je vous en parlais, de cette zone-là, puisqu'on a un report du drapeau qui pourrait être notre objectif moyen long terme. Voilà un petit peu pour cette émission, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et moi je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à me dire en commentaire également ce que vous souhaitez voir comme titre prochainement, comme ça a été fait par, Loukaya si je ne me trompe pas, sur Eli Lilly. Très belle journée à tous.